Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Ça ne veut dire rien. C'était peut-être hier. Rien qu'avec ces deux courtes et cependant incroyablement concises phrases, Camus nous donne déjà un aperçu assez profond de l'ensemble de la mentalité de Meursault dans l'étranger. Peut-être même l'ensemble de toute sa philosophie avant le processus judiciaire. En acceptant cette catastrophe incisive et choquante, ce qui signifiait et signifie la mort de la mère pour presque tout le monde, à l'époque comme aujourd'hui, en l'acceptant avec un calme incomparable, une sobriété effrayante et une acceptation statistique et en ne montrant aucun débordement émotionnel, Meursault soulève des questions, il soulève des doutes et il soulève notamment des ressentiments et enfin il soulève de la haine profonde, chez ses semblables, même chez Marie, la future fiancée, et au final chez la société entière. Car comment est-il possible qu'un être humain vivant et sentant, fils, ne connaît pas le jour du décès de sa propre mère, qu'il ne fait même pas le moindre effort de l'apprendre? Comment est-il possible qu'un tel homme apparemment civilisé ne fonde pas en larmes à la vue de l'enterrement de sa propre mère? Comment est-il possible qu'il ne lui accorde pas encore un doux moment de souvenir nostalgique après cet enterrement? Que cet homme, bien élevé, s'amuse déjà le lendemain avec une femme presque étrangère, qu'il visite le cinéma et, enfin, profite de la nuit ensemble avec elle? Comment est-il possible? Tout simplement, il ne l'est pas. Camerson ne correspond pas du tout aux valeurs rigides de la morale et des normes sociales. Il leur répugne même totalement. Il est totalement à la merci de l'absurdité écrasante des pensées et des sentiments de son entourage. Absurde parce que ces ressentiments, ces manques de compréhension, en effet cette haine contre Meursault grandit des conclusions illogiques et irrationnelles. Il n'y a pas de lien direct, logique et obligatoire entre la mort de la propre mère et la tristesse, la mélancolie ou les autres tourments psychiques et mentaux. Néanmoins, ce lien-là, donc le décès d'un tel membre proche de la famille, en tant qu'origine et l'affliction en tant que conséquence obligatoire, est considéré comme normal, et presque voulu, de sorte que chacun et chacune qui s'écarte de cette règle est méprisé comme un outsider, comme un étranger. Sans doute, cette question fondamentale, pourquoi la plupart de nos êtres humains ressentent telle émotion négative dans de telles situations de perte, cela s'expliquer biologiquement ou psychologiquement, peut-être même en détail. Que ce soit en raison de notre qualité d'être dépendant d'une communauté, ce qui était dans notre nature depuis toujours, ou que ce soit en raison de dépendance et habitudes émotionnelles ou pour une raison quelconque. Ces explications et déductions de cet état normal de la société qu'il faut être abattu après avoir perdu sa mère n'ont cependant aucune importance pour notre question de savoir quel est le comportement approprié dans une telle situation. Seulement parce qu'une telle conduite s'est établie, elle ne doit pas être forcément juste, ce que veut dire la meilleure pour chaque individu. Camus nous donne donc une alternative à cette norme-là, incarnée par Meursault. L'indépendance émotionnelle et, même plus puissante, l'acceptance. En même temps, il n'affirme même pas que cette manière de se comporter est la seule juste ou même absolue, non, pas du tout. Il rejette uniquement cette prétention sociale à l'absolu qui est, en fait, totalement absurde. Cette prétention à l'absolu est justement aussi incroyablement absurde parce qu'elle incarne la tentative ridicule de la plupart de notre société de saisir un monde irrationnel, dans lequel il n'y a finalement aucune certitude, aucune vérité objective ou absolue, de saisir un monde absurde de manière logique et rationnelle. Cet essai de captage logique et rationnel se reflète dans nos normes sociales. Comme il me semble que l'on ne peut jamais, en tant que partie d'un monde illogique et absurde, en déduire une affirmation logique et à la fois absolue sur ce monde, et donc cette norme-là, il est trop compréhensible que Meursault rejette celle-ci et ce comportement normal évolue. Au lieu de cela, il préfère l'acceptance de cet état absurde et, par conséquent, la continence et la paix intérieure. Il restera fidèle à cette manière de faire jusqu'à sa mort, après que Meursault a été invité grâce à son copain Raymond à un séjour estival et chaud dans une maison de plage. Il s'implique au fur et à mesure dans la destinée de son nouvel ami. Comme la relation abusive de Raymond avec une femme arabe s'est terminée par une façon assez tragique et violente, il s'est retrouvé maintenant exposé à la haine de quelques membres de sa famille, des membres mâles. Ainsi, celui-ci, Meursault et Masson, le propriétaire de la maison, rencontre certains de ces hommes lors d'une promenade sur la plage et un combat s'engage. Cependant, puisqu'il y a des blessés aux deux côtés, les trois amis se retirent. Peu de temps après, Meursault, déjà fortement secoué par la chaleur, part à nouveau se promener. Et c'est exactement là que ça se passe. Il rencontre un des Arabes encore une fois, et il lui tire dessus. Pourquoi? Pourquoi Meursault devrait-il faire une telle chose? Tout simplement, pas par vengeance au nom de Raymond, pas par haine personnelle, pas par racisme, pas par mépris ou autre sentiment plus ou moins profond, mais à cause du soleil. Oui, à cause du soleil. Et rien d'autre que le soleil. On prend une chaleur piquante et ébranlé physiquement et psychiquement par le sable chaud. Meursault le tue de 5 balles.
Elle ne porte l'arme que par hasard, car Raymond la lui a remise auparavant. L'action n'est fondée sur aucune morale et sur aucun motif d'action, mais plutôt due à une série de coïncidences malheureuses. La rafle le menace passivement, et Meursault appuie sur la gâchette, presque automatiquement. Il nous fait donc poser la question: comment est-ce que l'on peut justifier cela? Eh bien, en effet, pas du tout. Meursault n'est pas soumis à des normes sociales ou morales. Il n'a aucun intérêt à se justifier devant les autres. À quoi bon? Qu'est-ce que ça lui apporterait? Il est l'incarnation de l'absurdité d'Albert Camus. Il est totalement détaché de toutes les cognitions sociales. Ses actions sont souvent dénuées de sens profond et ce qui est même plus décisif, il accepte cet état. Il n'essaie pas à tout prix de normaliser et rationaliser ce monde absurde, mais il s'arrange avec lui tel qu'il est. C'est exactement ce qui lui sera fatal lors du procès suivant. Meursault décrit l'acte toujours exactement comme il s'est passé. Il n'enjolive rien, et il n'invente pas non plus de faux prétextes ou motifs qui susciteraient la compréhension et l'empathie du juge, des jurés et du public. Il s'abstient de vouloir susciter la pitié en citant par exemple la mort de sa mère comme fardeau et refuse de coopérer avec son avocat commis d'office, qui fait tout pour donner une meilleure image de l'acte de Meursault. Meilleure image, ça veut dire dans ce cas-là une image qui semble plus compréhensible et intelligible au tribunal et donc aussi à la société. Il reste fidèle à lui-même et à son acceptance de l'absurdisme. Et il ne se soucie pas s'il est condamné et à quoi il est condamné. Il ne se soucie pas de la façon dont le tribunal, qui devient le symbole de la société jugeant entière, parle de lui et de comment il le considère. Cette distanciation antérieure, cette indépendance émotionnelle vis-à-vis de son monde extérieur grandissent de plus en plus, au fur et à mesure que le processus se prolonge. Car aussi bien le juge que le procureur accusant que le public narquois s'intéressent de moins en moins au meurtre. Au lieu de cela, le passé de Meursault en termes de décès de sa mère et son comportement socialement anormal pendant ce temps-là sont décortiqués dans les moindres détails. Le meurtre en soi devient de plus en plus accessoirement pertinent et Meursault est présenté dans toutes les argumentations et accusations comme un sociopathe froid et sans amour, comme un ennemi dépravé de toutes les normes généralement acceptées, comme étranger. Il est désormais entièrement réduit à une image commune de l'ennemi. Cependant, cela ne se passe en aucun cas parce qu'il a assassiné un être humain. Non, pas du tout. Mais uniquement parce qu'il n'a pas pleuré la mort de sa mère, parce qu'il n'a pas abandonné toute sa vie et sa satisfaction pendant quelques jours, semaines ou même mois. Pour se fier à une chose immuable, parce qu'il ne s'est pas laissé abattre par un deuil qu'il jugeait insensé. Parce qu'il a accepté la situation. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il est resté fidèle à lui-même et à son détachement. A rencontré une femme, a continué de s'amuser et à profiter de la vie, et était tout simplement heureux. Oui, enfin il a été condamné à mort parce qu'il a été heureux. Parce qu'il a été heureux au mauvais moment, et n'a pas renoncé à sa contenance. La peine de mort ne concerne pas son acte apparent, mais résulte simplement de haine dérisoire et absurde, et de la colère délirante du juge et du procureur, ou par conséquence, de la société qui le méprise, lui et son bonheur, le rejette, le diabolise comme un étranger, sans âme et sans cœur. Le haït et ses sentiments inappropriés et pas normaux, si profondément qu'elle assassine. Quelle folie! Ce caractère ridicule du processus incarne l'absurdité de notre communauté, de notre société, de notre système et, à la fin du compte, de notre monde entier. Meursault est à la merci de tout cela, sans condition. Cependant, même dans ces circonstances, l'accusé reste fidèle à lui-même et, par sa passivité radicale et son acceptation, il surmonte ces conventions ridicules et absurdes, méprisables, et cette prétention imaginaire à l'absolu. Pour cela, Meursault ne fait rien d'autre que d'être soi-même, et de ne pas nier son acte. Dans ce simulacre de processus insensé, il renonce à s'opposer et à résister. Il persiste objectivement dans ses déclarations et, pour le reste, il laisse tout passer ainsi que le rejet, l'incompréhension, la colère et la haine envers lui. Il accepte aussi cette fois l'absurdité de la vie, à laquelle il se voit exposé sans défense. Eh bien, sans défense n'est pas complètement vrai. Il fait face à cette situation apparemment sans espoir, en acceptant cette même situation et son destin, de sorte qu'il conserve son indépendance émotionnelle vis-à-vis de son entourage. Cela se voit particulièrement après le jugement, lorsque Meursault attend en prison, à l'isolement, l'exécution de sa peine. Au lieu de désespérer ou de devenir fou, ce qui serait tout à fait compréhensible dans une telle situation, il se dédie à son monde intérieur, se délecte avec nostalgie de ses pensées et de ses souvenirs. J'ai compris alors qu'un homme qui n'avait vécu qu'un seul jour pourrait sans peine vivre 100 ans dans une prison. C'est ainsi que Camus décrit lui-même la puissance de ce monde des pensées, de cet imaginaire. Meursault arrive finalement, au vu de sa situation, à la prise de conscience que la vie en soi n'a aucun sens explicite et que celle-ci, en relation avec le monde, l'univers et l'absurde, est totalement insignifiante. Bien qu'il préfère toujours la vie à la mort,
et ne soucie guère si celle-ci la fréquentera dans 10 jours, 10 ou 100 ans. Cette non-importance, ou plutôt cette insignifiance de sa propre existence et donc de sa propre joie, de son propre bonheur, de sa propre satisfaction, mais aussi de ses propres tourments, de sa propre tristesse, de sa propre souffrance. Tout ça permet à Meursault de faire enfin totalement la paix avec lui-même, avec le monde. La liberté d'être heureux et content parce qu'il voudrait bien, et pas parce que les conditions de son environnement l'ont réduit ainsi. Même s'il est condamné à mort, même s'il voit devant lui la grisaille de la prison et même s'il n'a aucune perspective d'espoir, aucune encre, il semble d'être à des kilomètres au-dessus de tout le monde, du juge, du procureur, du défenseur, du témoin, du public et de la société dans son ensemble. Car contrairement à ceux-là, il est libre. Libre dans ses pensées, libre dans ses sentiments, libre dans son existence entière. La prison, l'exécution imminente ou la solitude ne limitent pas du tout cette liberté. Oui, cette condamnation absolue, en aucune manière, car Meursault vit l'instant présent, dans l'acceptation et dans ses pensées, la conscience et du ridicule, de la folie et de l'absurdité de la vie et du monde autour de lui. Ou, en d'autres mots, au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il y avait en moi un été invincible.